Le Niger, le Burkina Faso puis le Mali cet après-midi même officialisent les retraits de l'Organisation internationale de la francophonie, marquant une nouvelle étape dans leur rupture avec la France. Préparation au concours d'entrée à l'ENSUIP, des enseignants organisent des cours préparatoires pour aider leurs collègues n'ayant pas fait d'études universitaires à affronter les épreuves. C'est le Focus Éducation de ce mardi. Reprise des hostilités à Gaza, Israël intensifie son offensive après la trêve avec des frappes parmi les plus violentes depuis le début du conflit. Bilan humain lourd, au moins 410 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Après sa nomination le 11 mars à la tête du mouvement Touche pas à mon argent, une plateforme citoyenne luttant contre la hausse des prix et la vie chère, Alou Badra Sako a été enlevé le 14 mars 2025 par des hommes armés et cagoulés. L'homme dénonçait notamment la décision du gouvernement sur la hausse des taxes sur les télécommunications, une mesure récemment entrée en vigueur. Alou Badra Sako avait qualifié cette décision d'injuste et insoutenable pour une population déjà fragile. En guise de soutien, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a vivement réagi en mentionnant que de tels actes ne peuvent qu'entamer la cohésion sociale et fragiliser davantage nos institutions. La société civile, elle, a appelé à des mobilisations afin d'obtenir des explications et garantir la sécurité des militants. Le M5 Mali Kouroua, via son président Modibo Sidibé, a exigé l'arrêt immédiat de ces pratiques ainsi que la libération sans condition de tous les détenus d'opinion, dont Alou Badra Sako. Nous l'avons appris ce lundi 17 mars 2025. Le Niger et le Burkina Faso se sont définitivement retirés de l'Organisation internationale de la francophonie, un retrait qui confirme ainsi la rupture avec la France. Assetoumani Koulibaly. Le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, a écrit dans une lettre adressée aux ambassadeurs du pays le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le Niger et le Burkina Faso, deux pays dirigés par un régime militaire hostile à la France, se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie, une nouvelle affirmation de leur politique souverainiste. Cette décision intervient après notamment la suspension du Niger par l'organisation peu de temps après le coup d'État qui a renversé en juillet 2023 le président Mohamed Bazoum. Cette année, l'OIF exigeait un retour à l'ordre constitutionnel ainsi que la libération de Mohamed Bazoum, qui était séquestré avec son épouse au palais présidentiel. En réponse, les autorités nigériennes avaient alors annoncé la suspension de la coopération avec l'organisation. Pour sa part, l'organisation déplore certes la décision, mais entend la respecter. Elle a déclaré, je cite, « L'OIF considère peut-être un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse avant d'ajouter qu'elle resterait près des Nigériens, a-t-on collecté sur une dépêche de l'AFP datant du 17 mars 2025. » Quant au Burkina Faso, une démarche similaire a été également annoncée, mais n'a pas été officiellement déclarée par les autorités burkinabées. D'aucuns s'attendent peut-être à ce que le Mali suive, étant un pays allié des deux précités par la Confédération de l'AES. Cependant, aucune démarche n'a été entamée de ce côté. Pour rappel, les trois pays alliés se sont déjà retirés de la CEDEAO, du G5 Sahel et ont tous mis dehors les forces occidentales. Et le Mali, lui aussi, se retire de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait l'annonce au travers d'un communiqué diffusé cet après-midi. En ces termes, je cite, « Le Mali ne peut demeurer membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, fondée sur la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Par conséquent, conformément à l'article 10 de la Charte de la francophonie du 23 novembre 2005, le gouvernement décide du retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie. Fin de citation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En bref, dans le cadre de l'intensification de ces opérations contre les groupes terroristes dans le nord du pays, l'armée malienne a mené une frappe aérienne ce 16 mars, selon un communiqué de la DIRPA.
La dite frappe a visé un camp de transit dans la région de Tombouctou et a permis de neutraliser 11 terroristes, de détruire 3 pick-up et a contraint plusieurs combattants blessés à évacuer vers l'ouest. L'état-major précise que la zone ciblée lors de l'opération constitue un point d'appui stratégique pour les groupes terroristes, leur permettant de projeter des opérations vers l'ouest, le centre et le sud du pays. Des mesures de surveillance renforcées ont été mises en place dans ce secteur. Retour à Bamako, le Premier ministre a rencontré hier à la primature les enseignants de la région de Ménaka. Les échanges portaient sur le retour de l'administration et des services sociaux de base à Ménaka, dont les enseignants qui veulent des garanties de sécurité pour leur retour. Aminata Keita pour le point. À Ménaka, 53% des écoles sont non fonctionnelles, affectant près de 45 000 élèves et 900 enseignants. La rencontre entre le collectif des enseignants de Ménaka et le chef du gouvernement s'inscrit dans une démarche d'apaisement, mais aussi de solution pour le retour des enseignants. Car en effet, après plusieurs avertissements restés sans réponse, le gouverneur de la région de Ménaka a ordonné la suspension des salaires de 151 enseignants pour absence prolongée effective à partir du 1er avril 2025. Une décision que les enseignants ont dénoncée, invoquant l'insécurité persistante qui, selon eux, rend le retour en classe dangereux et ont appelé à des solutions concertées pour assurer leur sécurité avant toute reprise des cours. Devant le chef du gouvernement et plusieurs de ses ministres, dont celui de la Défense, les enseignants se disent prêts à retourner à leur poste, mais dans des conditions sécurisées. Aussi, ils demandent entre autres leur déplacement sécurisé de Bamako à Ménaka, la possibilité d'évacuation en cas de maladie, des traitements particuliers en termes de logement et de vivres, ainsi que le renforcement de la communication. Et en plus de la rencontre au niveau national, au niveau régional aussi, la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont rencontré quand même le DAE après la sortie de la décision du gouverneur, sur laquelle on a constaté beaucoup d'insuffisances. Donc après cette première rencontre-là, nous avons adressé quand même un courrier au gouverneur en question pour lui demander d'accorder un délai supplémentaire aux différents services techniques de Manaka pour au moins pouvoir faire un bon travail sur ces listes-là. Et en plus de ça, de s'appliquer quand même personnellement au niveau local et régional pour assurer le transport sécurisé de ces enseignants-là qui sont à Bamako et dans les autres régions. Selon l'UNICEF, la crise sécuritaire a gravement impacté le secteur éducatif dans la région de Ménaka, où 1792 écoles restent encore non fonctionnelles, affectant plus de 537 000 enfants en âge scolaire. Le niveau de sécurité à Ménaka est tel qu'il est difficile de se rendre à 2 km de la ville où toute la population se trouve, nous confient des sources locales. Le Premier ministre a rassuré les enseignants qu'il les accompagnera sur le plan de la sécurité et du logement. Et quant au ministre de la Défense, il a donné l'assurance que la situation sécuritaire est favorable au retour des enseignants dans la région. À noter que depuis 2012, beaucoup d'enseignants n'occupent pas leur poste, invoquant l'insécurité. Selon Studio Tamani, actuellement toutes les écoles ouvertes de la région sont délocalisées dans la ville de Ménaka et sont généralement tenues par des volontaires. Chaque année, pour préparer le concours d'entrée à l'ENSUP, des enseignants organisent des cours préparatoires à l'intention de leurs collègues n'ayant pas fait d'études universitaires. Objectif, les préparer à affronter les sujets relevant du programme universitaire lors du concours. Djeneba Samaki. Dans le but de bénéficier d'une carrière professionnelle plus valorisée, les enseignants du fondamental cherchent à obtenir une formation supérieure de niveau ENSUP. Pour y accéder, un concours d'entrée est requis. Face à cela, certains enseignants organisent des cours de préparation pour leurs collègues. Les cours préparatoires, c'est des cours que nous avons mis en place pour aider nos collègues n'ayant pas eu la chance de suivre des cours universitaires. Alors, ils sont exposés lorsqu'ils veulent faire le concours d'entrée à l'ENSUP. Ils sont en face des sujets de l'université. Alors, nous avons jugé nécessaire de les préparer à affronter ces programmes parce qu'ils n'ont pas été en contact avec ces programmes auparavant. Au-delà même de ce public cible, nous avons aussi des gens qui, bien ayant fait des études universitaires, ont aussi besoin de se recycler pour affronter le concours d'entrée à l'ENSUP au vu du nombre d'inscrits sur la liste par an. L'encadrement vise à apporter un soutien aux participants ayant des notions limitées dans les disciplines de base et à les remettre à niveau. Les disciplines au niveau des cours préparatoires anglais et ENSUP licence
nous avons Reading Comprehension. Alors, l'une des matières importantes lors du concours, lors du test, donc, qui est l'une de nos matières. Et après, nous avons Composition. Donc, littéralement, qu'on pourrait comprendre comme la rédaction au niveau des Anglais, au niveau du département anglophone. Ça, nous faisons du micro-enseignement et nous prenons chaque leçon, nous essayons de la morceler en des micro-parties et nous dispensons cela. Nous ne focalisons pas sur les modules, mais nous allons avec le micro-enseignement. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons vu qui est en train de créer un impact aussi significatif au niveau de la compréhension des apprenants. Initiés depuis 2 ans, ces cours préparatoires ont permis à de nombreux participants d'être admis et même de se classer parmi les meilleurs au concours d'entrée. Durant nos 2 auditions précédentes, la première édition, nous avons eu 5 candidats admis sur la liste, dont le 2e sur la liste. Au niveau de la 2e édition, nous avons eu 7 personnes qui ont participé à notre cours et qui ont été admis au concours d'entrée à l'ENSUP, dont le premier ex-aequo. En réalité, j'étais à ma 3e tentative cette année pour le concours. Vu la préparation que j'ai reçue et que ces mentors-là nous ont vraiment dispensé, l'admission j'ai pas été beaucoup surpris par l'admission, mais c'est le rang, sincèrement. On était en tout, pour tout, 321 candidats. Je crois sur les 300, on a été 37 admis. Et sur les 37, j'ai été premier ex-aequo. Et ça aussi, c'est un bonus aussi qu'on peut leur attribuer, sincèrement. Être parmi les passants, bon, peut-être ça ne va pas me surprendre, vu le niveau de préparation que j'ai reçu. Mais le rang, quand même, sincèrement, m'a beaucoup surpris. Pour permettre à tous les enseignants concernés à Bamako ou à l'intérieur du pays d'y participer, les cours sont également dispensés en ligne via des liens Facebook et WhatsApp. C'était un reportage signé Soumaïla Fane. Actualité internationale à présent, reprise des hostilités à Gaza. Israël a promis mardi de poursuivre l'offensive à Gaza jusqu'au retour de tous les otages après avoir mené dans la nuit les frappes les plus intenses depuis le début de la trêve. Elles ont fait au moins 410 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Djeneba Bassamaki. Après seulement 2 mois de trêve, la guerre entre Israël et le Hamas reprend déjà. Les avions de chasse israéliens ont bombardé l'enclave en de nombreux points dans la nuit du lundi 17 à mardi 18 mars 2025. Les frappes se sont poursuivies dans la matinée. Dans la ville de Gaza, les tours encore debout ont tremblé. Cliniques et hôpitaux du nord au sud de la bande ont accueilli morts et blessés, des hommes, des femmes, des enfants. L'armée israélienne a ordonné l'évacuation de l'est de l'enclave après avoir tué plus de 410 personnes, dont les chefs du gouvernement du Hamas, selon le ministère de la Santé sur place. Le Hamas dénonce une agression alors qu'Israël l'accuse de ne pas transiger dans le cadre des négociations autour de la libération des otages. Car sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, 58 otages sont encore retenus à Gaza, dont 34 ont été déclarés morts par l'armée israélienne. Ces nouvelles frappes présagent un coup majeur à la trêve en place depuis le 19 janvier 2025, à l'heure où les négociations indirectes menées par les pays médiataires sur la suite du cessez-le-feu sont au point mort. Suite au bombardement, de très nombreuses structures de santé dans la bande de Gaza sont littéralement débordées, a indiqué mardi le porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. Pour sa part, un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé a souligné le manque de médicaments dans les territoires palestiniens et qu'en raison de cette pénurie de médicaments, il y a un risque que les travailleurs de la santé ne puissent pas fournir des traitements pour différentes conditions médicales. Selon plusieurs pays qui ont condamné l'attaque, ces frappes israéliennes défient les lois de l'humanité et la communauté internationale doit adopter une position déterminée envers Israël afin de garantir un cessez-le-feu permanent à Gaza
et l'acheminement de l'aide humanitaire. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur votre chaîne favorite. Bonsoir à tous et à demain. Thank you.